Alors bonjour, vous êtes sur la chaîne de l'Apocalypse. Nous abordons aujourd'hui le problème du cœur de la matrice. J'ai déjà traité le jugement général, je vous y renvoie. On y croit, on n'y croit pas qu'il puisse y avoir un jugement dernier, parce que de toute façon, tout système spirituel est voué à n'être fondé que sur des bases qui sont vides ou qui se vident d'elles-mêmes, précisément parce qu'il n'y a pas d'application. Y aura-t-il ou n'y a-t-il pas un jugement dernier à la fin des temps alors que nous y sommes? Alors que de toute façon, quand on regarde les reportages, on voit clairement qu'on ne manie plus la parole spirituelle, qu'on n'ose plus, qu'il n'y a que du jargon scientifique, matérialiste, et que ce n'est pas en étant enfermé dans ce jargon-là qu'on verra un quelconque jugement dernier ou quoi que ce soit. Donc, j'ai quand même fait un jugement général sur Babylone la Grande. Ça permet, en 7 paroles, comme les 7 sceaux qui sont brisés, de voir un peu plus que si on a dans l'Apocalypse un combat contre Babylone, il y a des thématiques dominantes qui doivent être prioritaires. Maintenant, le cœur de la matrice, c'est une autre énigme. Vous savez que Jésus est celui qui a l'éclairage du cœur, il y a la lumière dans sa poitrine autour de lui. Est-ce que c'est qu'une image? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il existe un Jésus quelconque, quelque part dans une autre dimension, qui a cet éclairage? Quand on voit l'évolution du monde, et quand on voit notre système de connaissances, moi j'en doute de plus en plus, je vous dirais. Mais Jésus, c'est l'alpha, celui qu'on appelle l'alpha, et ce n'est pas forcément donc l'Apocalypse, la parole de l'oméga. Bon, ceci dit, revenons donc sur le point qui m'intéresse, le cœur de la matrice. Le cœur, c'est une notion floue, on la considère comme sentimentale, entre deux amoureux. Dès qu'on l'aborde au niveau civilisationnel, vous comprenez bien qu'il va falloir se sortir de ces images-là. La matrice, par contre, tout le monde sait, Matrix, le film, se suggère, avec Néo qui est l'anomalie, le bug de la matrice, qu'il y a une énigme matricielle et d'une certaine façon que cette matrice n'est pas forcément bien faite, puisque l'anomalie, le bug, cherche à détruire l'agent Smith, qui est le virus, lui qui est pourtant reconnu par l'architecte de la matrice. Parce que l'agent Smith qui doit assurer la protection de la matrice est en fait, d'une manière ou d'une autre, celui qui l'a détruit en interne par une forme d'ironie tragique. Donc c'est compliqué la matrice, et si on va repérer le cœur, c'est encore plus délicat. Le code Hammurabi, je renvoie pour Babylone la Grande, j'estimais que c'était le code de droit qui nous permettait d'identifier Babylone aux origines, avec deux volets, le droit conjugal, prima du père ou époux de la famille, tellement qu'il écrase les autres figures. Les pratiques de l'ado, de la répudiation de l'ordalie, les fautes graves comme l'inceste ou encore l'adultère, qui donne lieu à l'ordalie, souvent amène à une accusation-sanction contre la femme seule, à peu de choses près. L'héritage est donné aux enfants, sans forcément distinguer cet héritage, mais montre que la passation va du père aux enfants et que la femme, l'épouse, est éliminée. Même la mère n'est pas considérée dans ses fonctions. Ça, c'était première donc de fécondité et de donneuse de vie. Ça, c'était donc pour le droit conjugal. Quant au droit du travail, le code Hammurabi l'évoque aussi, et c'est bien encore une figure qui domine, une figure mâle. C'est plus le père-épouse, c'est donc le maître possesseur de la terre, et les autres membres sont écrasés. Ils sont obligés de travailler pour son compte, et n'ont aussi comme perspective jamais de récompense, mais que de la sanction éventuelle. Si ils perdent, par exemple, ils volent du grain, ils peuvent se retrouver avec 2 mains coupées. Donc grosse sanction pour un délit qui peut être faible, considéré comme faible. Mais ce qu'on voit, c'est que la cellule familiale, la cellule économique, il y a une image, une figure écrasante qui est celle du père, du père, époux, maître terrien ou possesseur de la terre. L'esclavage, c'est donc le travail, et ça fait pas une belle image du travail d'entrée de jeu. On se rappelle
dans les camps de travail des Allemands nazis, le Travail-Arbeit-Marktfreit, c'est le travail rend libre. C'est pas le cas. Le travail rend esclave aux origines. On constate aussi que les esclaves sont niés. Il n'y a pas dans le droit la possibilité d'avoir un cadre minimal pour l'habitat, l'hygiène ou encore l'emploi du temps. Tout ça, on n'évoque pas. On simplifie la formule pour nous concentrer que sur les passions de la possession et de la domination. Et on a quand même une ouverture du droit du travail depuis la Révolution et les mouvements de contestation portés par des grèves. Donc, Babylone la Grande, ça suggère que de Babylone en Mésopotamie, donc à cette époque-là, Code Hammurabi date du 2e millénaire avant Jésus-Christ, on suggère dans l'Apocalypse de Saint Jean que Babylone la Grande est un modèle de civilisation. Alors, comment passe-t-on de cette cité, au fond, à l'idée d'une générale d'un modèle de civilisation? Ça suggérerait que ce droit a continué d'être appliqué partout dans le monde. Alors, pour faire le lien, moi j'aime bien Éric Bournazel et Jean-Pierre Pauly qui ont démontré que le système féodal n'est pas propre qu'au Moyen-Âge, à nos 1000 ans d'histoire en Europe, mais qu'il a ses origines dans le Proche-Orient antique. Ilkoum est le mot chez les Babyloniens qu'on trouve dans le Code Hammurabi, et Ilkoum, c'est l'équivalent de notre fief médiéval. C'est la terre en concession privée sur laquelle s'exerce un certain nombre de droits pour la jouissance et la gestion, l'administration. Donc le fief, c'est le mot médiéval en Europe que l'on en trouve sous d'autres vocables dans toutes les cultures, Feng en Chine, Hankyu au Japon, Timar chez les Arabes, l'Empire ottoman. Autrement dit, à partir des Sémoro-Akkadiens de l'Orient à l'Occident, on a construit un système social sur une base commune qui a choisi comme socle de valeur la terre en possession privée. Et de là s'organise la société. Alors, on va un petit peu explorer le code féodal, mais toujours pareil, je suis dans des démarches essentialistes. Donc, et puis sur le net, on ne fait pas un topo, on n'a pas le choix, on n'est pas non plus un grand professeur qui a toute une assemblée devant soi pour faire conférence. Alors, le système vassalique. Il y a un réseau vassalique qui se crée autour de la terre. Donc, pourquoi? Parce que ce réseau vassalique a un noyau qui est l'échange. Cet échange se fait entre deux personnes, principalement donc le seigneur et le vassal. En Mésopotamie, le seigneur s'appelait Belum, qui a donné d'ailleurs naissance à l'adjectif belliqueux, à celui qui aime faire la guerre. Wardum est le serviteur. En Europe, on a le seigneur avec un système pyramidal dans le réseau vassalique qui amène au suzerain, au sommet et pierre de l'édifice. Les vassaux se construisent par degrés. Quoi qu'il en soit, l'échange, c'est bien d'abord le fief qui intrigue ou intéresse. Le seigneur concède un droit de jouissance et d'administration sur ce fief en échange de services. Les services en question sont de deux ordres, l'auxilium, l'aide militaire que le vassal doit observer en cas de guerre. Ça peut être un renfort de troupes, de cavalerie, d'infanterie, d'artillerie. Et le consilium, c'est le conseil qu'apporte le vassal à un seigneur. Donc au cours de séances, autour d'une table, il peut être convoqué, il y a des réunions régulières, plus ou moins, selon la volonté du maître des lieux. Tout est régi de cette façon-là. La cérémonie qui officialise cet engagement se construit autour de 3 actes, l'investiture, l'hommage et le serment. Investir un vassal d'une autorité implique donc la charge d'un fief, implique d'une façon ou d'une autre qu'il rende hommage à son seigneur. Et cet hommage qui pose sur de soumission se traduit par un serment qui est un ensemble de paroles l'engageant. Dans l'Antiquité,
on peut considérer qu'il y a déjà, au vu des découvertes qui ont été faites sur des objets en bronze, qui datent de l'époque Zhou en Chine, c'est un exemple parmi d'autres, on voit des inscriptions qui montrent de toute façon qu'il s'adonnait à ce type de rite. Donc c'est important, le monde médiéval, mais l'Antiquité, toujours nous avons un grand langage qui utilise des rites amoureux, des rites religieux, mais des rites aussi hein, au cœur de la société, de la passation du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est reconnu dans le système féodal comme qualité morale? La distinction morale implique donc des qualités. Les qualités qui sont reconnues, c'est la fidélité, la foi, et j'ajouterai une certaine loyauté. Par rapport à l'engagement qui est pris, attention, hein, on mesure cela uniquement par rapport à cet engagement. Foi et fidélité ont racine commune en latin, fides. Le serment montre à la fois que l'on est volontaire, on est motivé, on a de la foi hein, qui nous porte, et on s'engage à devenir fidèle dans le temps. Fidélité, c'est dans le temps qui est requis. Que ce soit des représentants de la noblesse ou du clergé, tous se sont adonnés à ce type d'engagement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les dit ordre privilégié. Les titres honorifiques, dans toutes les cultures au monde, on peut voir qu'il y a aussi des titres honorifiques appliqués par exemple à la noblesse, avec une distinction du marquis, comte, vicomte, baron en Europe, Gong ou Bozinan en Chine, sultan, émir, calife, bey dans l'empire arabo-turc. Des titres qui ont un ordre de grandeur, parce que chaque degré marque une différence supplémentaire. Plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a de différence et ce qu'on appelait l'honneur. Hein. Attention, l'honneur c'est ça. Hein. Or, ce qu'on ne dit pas, moi je rajouterai en puissance de l'ombre, c'est que ces titres doivent dépendre d'un critère invisible, qui est la taille de son patrimoine ou du capital en fief. Plus on cumule de fiefs, plus on a des chances de devenir respectable dans cet ordre social. Comment contracte-t-on, comment obtient-on plus de fiefs? Bien, je viens de le dire. Hein. Il faut développer son réseau vassalique. Alors voilà, du coup, comme il n'y a pas de limite dans le cumul de fiefs, cela peut aller vite et fait que de grandes dynasties se construisent, de grandes familles. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce faisant, dans la distinction morale, on en a carrément oublié d'autres. Hein. Si on prend en compte la foi et la fidélité, on oublie quoi comme autre qualité morale. Vous en avez quelques-unes qui ont été aperçues, si vous pouvez les voir à travers l'univers romanesque. Le courage du roi David. Mais David a du courage parce qu'il n'est pas roi au départ. Parce qu'il se bat pour devenir roi. Parce qu'il s'oppose à plus fort et plus grand que lui. Thor, c'est de la même façon, c'est un grand guerrier. Pourquoi dans l'univers romanesque des mythes? Parce qu'il se bat contre un géant. Bon, on pourrait dire pareil, différemment en tout cas pour Hercule, parce que c'est un peu plus complexe. Il accomplit 12 travaux, alors là, ça peut paraître, mais il accomplit 12 travaux à la base. Et c'est des travaux énormes et durs qui l'amènent à affronter des créatures toujours plus grandes en taille, plus fortes que lui. Et il accomplit ces 12 travaux pour réparer une faute d'origine, la mort de sa femme, qu'il a tuée. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est là la valeur dominante qui est montrée, c'est son courage. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que tout simplement, on est pris sous une autre coupe, la coupe du système féodal. Il en est de même pour la perspicacité dans les enquêtes, le flair redoutable.
Regarde-t-on les gens qui sont véritablement enquêteurs? Il y a Sherlock Holmes, c'est depuis peu qu'on a inventé ces figures, surtout avec peut-être l'archéologie. L'enquête a pris des formes beaucoup plus diversifiées, ça dans la société, c'est vrai. Dans le thriller, elle dénote du moins une autre qualité qui est plutôt intellectuelle, dans ce cas précis, la perspicacité, le travail de recherche, la déduction, pour résoudre une énigme. Après, il y a aussi une autre qualité qui n'a pas été montrée dans ce système, pas prise en compte, plus ou moins, c'est même les dons extrasensoriels. Qu'est-ce que vous en pensez? Le système féodal, on ne tient pas compte, même et dans le clergé, on ne délègue pas le pouvoir et la charge épiscopale ou la charge d'un bénéfice quelconque, mais non, on ne le délègue pas en fonction de dons extrasensoriels. Ce qui permet d'avoir des visions, de ressentir, d'avoir un contact avec des esprits, d'avoir un ressenti particulier. Bon, certains saints mystiques, on peut se poser la question, s'ils n'ont pas été reconnus, par rapport à leurs dons extrasensoriels. Mais n'oubliez pas, l'Église a été très dure et a condamné les mages, la magie, très souvent. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué, ça réduit la perception des qualités morales. Et ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que ça excite indirectement la soif de possession privée, donc la cupidité, la violence pour obtenir ces possessions privées et l'avidité, parce qu'il n'y a pas de limite. La hiérarchie sociale, bon, ça c'était pour l'ordre de distinction morale et sociale. Ensuite, cette hiérarchie sociale, on l'appelle le système tripartite. Georges Dumézil, du moins, considère qu'elle est au fondement de la civilisation. Et puisque la féodalité est au fondement de la civilisation, si on revient au Proche-Orient et aux découvertes qu'a fait Pierre Poli et Ribon-Nazel, de toute manière, et pas que, maintenant de plus en plus chez les scientifiques, ils doivent le savoir, mais le système tripartite, noblesse, clergé et tiers-état, on voit quand même qu'il n'y a que deux ordres privilégiés, et le rapport de proportion est très dur. Mascalo revient sur la Révolution française, dans la première partie, chapitre 4, il estime 480 000 personnes font partie des deux ordres privilégiés. Et 23 millions représentent la masse du tiers-état. Donc si on établit le rapport de proportion, on est à 2,5% de la population qui ont droit à la distinction non sociale, politique, économique. Et ça, c'est un grand écart quand même, très grand écart d'effectifs entre les puissants et les faibles à la veille de la Révolution. La Révolution française qui intervient, si on comptabilise le nombre de siècles, par rapport au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on est sur 40 siècles. Avant qu'on conteste, puisqu'on a contesté l'Ancien Régime et donc l'ordre social, ce système. Est-ce qu'on en est sorti avec le système capitaliste? N'est-il pas lui aussi de type féodal, de façon plus cachée ou moins visible en tout cas? Bon, déjà, première remarque, quand on regarde des films, des feuilletons comme Dallas, par exemple, dans la dynastie capitaliste, si on suivait ce feuilleton, on nous amène à considérer l'intimité d'une oligarchie qui a fondé son pouvoir sur la terre, son exploitation par le pétrole, et on y découvre des liens filiaux. La figure de père joue un rôle important. Et on retrouve un petit peu cette base du code du droit Hammurabi avec le droit conjugal, le volet conjugal et le volet travail économique. A-t-on sorti véritablement le système capitaliste à la tête des multinationales, dans les comités d'actionnaires? C'est des grandes familles qui disposent du levier, de la puissance, sont devenues tentaculaires parce que comme il n'y a pas de cumul, je l'ai déjà dit, ils n'ont jamais instauré l'idée même d'une limite de cumul de fief à l'origine. Donc l'appropriation, l'accaparement de terres, l'exploitation, cette politique
qui se retrouvent posés d'une manière ou d'une autre, sans limite, on arrive à des tailles gigantesques, comme les multinationales. Surenchère de l'exploitation du fief antique et surenchère de l'exploitation du fief médiéval amène-t-elle à la construction d'organismes dont les ramifications sont si larges et tendues que c'est une véritable emprise, un filet. La guerre fonde la propriété du maître et possesseur des lieux, qui soumet tout le monde à l'esclavage, et il exploite sur place les ressources. Des ressources qui peuvent être matériels, minéraux et végétaux, qui peuvent être aussi des êtres plus sensibles, plus avec de l'esprit qui devient visible d'ailleurs pour les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. Et voilà, vous avez là la construction sociale de laquelle décidément personne ne veut sortir ou n'arrive à sortir. Mais ne veut sortir, c'est bien la problématique de la conversion. Alors, ce sur quoi on doit se convertir, si on voulait en sortir, eh bien, je vous le dis, c'est le cœur de la matrice. Et qu'est-ce que c'est que le cœur de la matrice? Le cœur, alors nous le voyons d'une manière, revenons, il n'y avait pas de définition claire. Enfin, franchement, pour beaucoup, c'est tout simplement les ressorts obscurs de la psyché, la soif de pouvoir, de richesse, l'autorité, de la convoitise, la colère, la lâcheté, le cynisme, le fatalisme, la résignation, l'appel à la violence, le goût de la violence, plutôt de la sexualité, tout ça dans une surenchère qui peut être avide. Pour d'autres, le cœur, c'est la charité, parce qu'on se dévoue aux autres, mais là, c'est restrictif. Attention, la charité peut être un des ressorts de la psyché qui nous motive et qui amène à des actes, mais pas que, hein. Faut être large quand on parle de l'être vivant, et l'histoire démontre qu'il n'y a absolument pas que le don de soi au plus faible. La créativité déjà plus intéressante, ou a été jugée plus intéressante bien souvent que la charité elle-même, hein. Notamment c'est des artistes qui sont si féconds pour beaucoup d'entre eux dans la production des œuvres. Qu'on le veuille ou non, le cœur a de multiples facettes. Et là, quand on rentre là-dedans, on ne le voit plus, surtout les aspirations. Hein, ceux qui partent à la recherche de l'amour, de la vérité et de la justice, là, sont totalement noyés. On en perd son latin. Donc, je crois que pour revenir à une définition plus claire du cœur, il faut revenir à la médecine. Parce que là, les découvertes, quand on rentre dans l'anatomie d'un corps, ça devient plus clair pour moi sur la fonction du cœur. Le cœur est un organe qui pulse le sang. Le sang est un véhicule qui apporte aux autres organes les nutriments, l'oxygène, ou alors il permet l'évacuation des déchets. Et donc, rapporté à la société, on se dit le cœur, c'est la pompe du carburant qui donne le carburant et des ressources qui la font vivre. Dans le cœur de matrice, j'en reviens à mon idée, c'est le fief. C'est le socle de valeur à partir duquel la société a construit son système de reconnaissance sociale, hein, la formation des autres privilégiés, et des titres, souterrainement des titres qui sont attribués, dans le degré hiérarchique, dans la noblesse par exemple. C'est le terreau de ressources que l'on exploite, donc qui font de l'activité sociale, la guerre, le commerce. Et puis bien sûr le moteur passionnel à titre individuel, combien de fois on se tourmente, on pense, on a peur, on s'inquiète, hein, pour ses possessions, on a peur que l'autre seigneur vous envahisse, donc on lève une armée, ou alors à l'inverse, on veut être conquérant et on a soif de nouvelles terres. Que de passions qui ont été alimentées par le fief. Alors je dis fief plutôt que terre, parce que la terre aurait pu être vue sous un autre angle que le titre l'usage privé, que la concession foncière privée, qui est accordée avec un ensemble de droits de jouissance et d'administration. Bon, voilà. Problème donc général du monde, c'est que si le Christ existait et qu'il devait avoir un cœur, quel cœur pourrait-il avoir dans une société pareille?
combiné aux idées générales qu'on s'est faites de lui par rapport à la Trinité, qu'il faut être dans la vérité sur le Père Tout-Puissant, ou à peu près dans un ordre de vérité, qu'il faut intégrer un salut dans la communauté. Tout ça n'est pas très clair, on ne voit pas bien quel est le cœur du Christ. Je termine aussi sur une œuvre phare, oui, parce qu'elle peut vous éclairer, sur ce que représente le cœur comme mécanisme. Les mécaniques du cœur, c'est un petit conte initiatique cruel de Matthias Malzieu, que je vous conseille de voir. Little Jack est né le jour le plus froid du monde. Il est sauvé in extremis par Madeleine, une femme qui s'occupe de lui intégrer une sorte de mécanique, de faire un cœur de prothèse, parce qu'elle est carrément dans l'ordre de la médecine, et elle lui donne un nouveau cœur qui est une horloge pour suggérer quoi? Que l'horloge, c'est le cœur, c'est le temps et les passions fusionnent dans un système et dans une mécanique complexe. Voilà, j'espère que ça a été plus éclairant.